Avant de pouvoir synthétiser un son, il faut commencer par maîtriser un minimum l'électroacoustique. Si vous prenez un haut-parleur et que vous lui soumettiez une tension variable, alors vous allez faire bouger sa membrane. Maintenant, si vous lui injectez un signal périodique, alors sa membrane va vibrer. Mais si en plus la fréquence de ce signal est comprise entre 20 Hz et 20 kHz, alors vous allez entendre un son. L'intensité sonore correspond à l'amplitude du signal. Sa fréquence, quant à elle, détermine si le son sera plutôt aigu ou grave. Et enfin, la forme du signal, le pattern, détermine de manière plus générale comment l'onde va faire vibrer vos tympans. Un signal carré sera perçu de manière très agressive en raison de sa discontinuité, contrairement à un sinus. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, vous avez sûrement compris que la première étape pour créer un synthétiseur va consister à générer une simple oscillation. Et il existe plein de façons différentes pour y parvenir, mais moi je vous propose celle-ci. C'est un instable comprenant un intégrateur, ce qui nous permet d'obtenir à la fois un signal carré et à la fois un signal triangulaire. Pour contrôler la fréquence du signal, qu'on appelle aussi le pitch, on va utiliser un potentiomètre afin de créer un oscillateur contrôlé en tension, qu'on appelle plus généralement un VCO. C'est grâce à la variation de la résistance du potentiomètre que l'on peut faire varier la constante de temps d'un filtre RC. Plus la valeur de la résistance est élevée et plus la constante de temps sera longue. On obtiendra donc un son plus grave. Et inversement, plus la résistance est petite et plus le son sera aigu. C'est d'ailleurs en exploitant ce principe que l'on peut créer un clavier. Chaque touche est associée à une résistance série différente, donc à une constante de temps différente, et par conséquent à une tonalité différente. Je vous recommande pour cela d'utiliser un potentiomètre câblé en série de chaque bouton poussoir afin de régler plus facilement chaque note. Maintenant, ce qui a fait la particularité des meilleurs synthétiseurs Sony modulaires, c'est la possibilité de générer une modulation par largeur d'impulsion, ce qui concrètement donne l'effet suivant. Pour obtenir cet effet, il est nécessaire d'utiliser un oscillateur basse fréquence, le LFO. Il s'agit tout simplement d'un VCO, mais dont la constante de temps est de l'ordre de quelques secondes. C'est donc un oscillateur inaudible, mais lorsqu'on le compare au VCO à travers un ampli-op monté en comparateur, alors on obtient une parfaite PWM. Enfin, pour ajouter une touche vraiment rétro, on va utiliser un filtre contrôlant en tension, le VCF. Et celui dont personnellement j'apprécie beaucoup la sonorité, c'est un filtre actif passe-bas avec une forte résonance, dont le circuit est basé sur un montage de Dunn Lancaster. L'étude de ce circuit est assez complexe pour un débutant, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce potentiomètre se charge de déplacer la fréquence de coupure d'un filtre passe-bas, tandis que ce potentiomètre se charge de générer de la résonance. Et ce qui peut ajouter un effet encore plus sympa, c'est de faire varier ces deux paramètres en utilisant un double potentiomètre. Si comme moi vous souhaitez vous lancer dans une version stripboard, je vous encourage de prendre votre temps et d'être méthodique, sinon vous allez galérer. En tout cas, j'espère que ce projet vous plaira, malgré le fait que j'ai dû faire des compromis et que je n'ai pas abordé des éléments comme le VCA ou la génération d'enveloppes. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description un schéma détaillé avec beaucoup de commentaires. Je vous ai également mis la simulation LT Spice. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous procurer l'ensemble des composants utilisés depuis les liens qui sont dans la description. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier très sincèrement tous ceux qui l'ont fait jusqu'à présent. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous dire que même si l'électronique nécessite un certain nombre de connaissances et parfois d'effectuer des calculs théoriques très lourds, et bien malgré tout, je considère que c'est aussi une science empirique. C'est-à-dire que le seul moyen de réellement l'appréhender, c'est d'expérimenter.